Entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron est-il prêt à la guerre nucléaire pour sauver sa peau? Des blindés contre les paysans. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Tony le prêtre, Bérimbaud, Bernard Carré et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux. Et je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. C'est bon pour la visibilité. Merci à tous. Mais revenons à l'information qui a enflammé les commentaires. Macron va-t-il être poussé à la démission? Si on en croit Mélenchon, oui, puisque le gouvernement Barnier, entre le 15 et le 21 décembre, risque d'être censuré. Et consécutivement, Barnier présenterait sa démission. Dans la foulée, les partis exigeraient la démission d'Emmanuel Macron pour mettre fin à l'instabilité politique. Ce scénario est accepté par le Rassemblement national, la France insoumise bien évidemment, mais certains les RR et également des macronistes. Il est donc fort probable. Mais est-ce que nous prenons pas nos désirs pour des réalités? On ne sait jamais. N'est-ce pas un effet d'annonce? Encore de la communication? Eh bien, pour le savoir, il faut attendre cette motion de censure. Si elle n'est pas votée, ce n'était que de l'enfumage. Mais à l'Élysée, ce scénario est redouté. Risque de censure du gouvernement. Je souhaite la stabilité, affirme Emmanuel Macron. C'est avec ce type d'aveu que Macron montre qu'il est complètement paumé. Macron souhaite, autrement dit, n'est plus maître du jeu. Quel signe de fébrilité. Sa seule chance? La guerre? Ah, la guerre a un double avantage pour Emmanuel Macron. Il est légitimé de nouveau comme chef des armées, et la guerre permet d'effacer, au sens concret et figuré, son bilan désastreux. Et oui, tous ces méfaits sont en train de remonter dans les merdias, un peu comme des égouts lors d'une inondation, tout est en train de rejaillir. Il suffit de regarder l'actualité du jour. Le cabinet américain EY publie son rapport sur l'attractivité économique. Qu'apprend-on? L'attractivité de la France décroche. Les raisons? L'instabilité politique, voyez-vous ça, dont le principal responsable est Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous avez donc Macron, dans une inversion accusatoire habituelle chez lui, qui estime « je suis pour la stabilité », lui qui est le principal responsable de l'instabilité politique. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a perdu combien d'élections? 5 consécutives. Et il continue malgré tout à s'accrocher en entraînant une instabilité bien évidemment politique, mais également économique. Macron, c'est la ruine. Dernier exemple en date. La fameuse réindustrialisation des macroniers. Le sidérurgiste ArcelorMittal a annoncé mardi à ses syndicats le possible arrêt de 2 sites de services industriels à Reims et à Denain, en raison du contexte économique difficile qui touche ses clients de l'industrie et de l'automobile. Mais ce qu'il y a de pire, c'est qu'Emmanuel Macron a aggravé cette crise sciemment. Comment? Eh bien, par calcul électoral, par lâcheté et par orgueil. Explication. Dérapage du déficit. Le rapport du Sénat pointe les responsabilités de Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et bien évidemment Emmanuel Macron. Les conclusions du rapport d'information du Sénat sur le dérapage du déficit public sont sans appel. Irresponsabilité budgétaire, double discours, un attentisme et une inaction dommageables, mystification, sentiment général d'irresponsabilité et de déni collectif. Les mots sont durs pour les gouvernements précédents. Si vous avez vu les entretiens précédents, vous savez que le budget 2024 a été bâti sur une hypothèse de croissance complètement fantaisiste. Lorsque la réalité a rattrapé le gouvernement, il y avait déjà un trou. Mais le ralentissement économique l'a sacrément dilaté. Le dérapage budgétaire s'est donc élevé à 100 milliards, c'est-à-dire entre 6,1% et 7% de déficit budgétaire, contrairement aux 3,4% promis par Bruno Le Maire. En mars, devant l'ampleur des déficits, il aurait fallu faire un PLFR, autrement dit un budget rectificatif. C'était d'ailleurs le vœu de Nono Le Maire. Mais voilà, cette absence de budget rectificatif
a été prise par Gabriel Attal, alors Premier ministre, en lien avec le chef de l'État. Il justifie cette décision par l'encombrement du calendrier législatif. Pour répondre au déficit, il a préféré geler des crédits pour 10 milliards d'euros supplémentaires. Mais pour les sénateurs, ce sont des raisons beaucoup plus politiques qui auraient guidé ce choix. Le plus probable est que le refus de déposer un budget rectificatif ait procédé de calculs à courte vue afin d'éviter d'une part de prendre des mesures difficiles à l'approche des élections européennes et d'autre part la menace d'une éventuelle motion de censure, soutient le rapport, pour qui cette décision de ne pas présenter de budget rectificatif porte une responsabilité essentielle dans la dégradation du déficit public. Mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit. L'absence de maîtrise des dépenses publiques entraîne mécaniquement une augmentation des coûts pour l'État et donc pour les Français. Et oui, nous empruntons plus cher sur les marchés financiers pour financer ce double désastre, qui se traduit d'ailleurs pour les Français par une augmentation des taxes et des impôts. Macron a tout fait donc pour cacher leurs mensonges et leur incompétence avant les élections européennes. Mais il y a pire. Troisième acte, la dissolution qui finit d'achever les finances. Avec sa décision de dissoudre, annoncée le soir des européennes, Emmanuel Macron n'a fait que repousser et ainsi aggraver le problème. La dissolution de l'Assemblée nationale, après le refus d'un collectif budgétaire, montre que le président de la République a choisi de repousser à plus tard les difficultés budgétaires auxquelles l'État était confronté, alors que la situation catastrophique des finances publiques imposait une action rapide, dit le rapport. Puis, la nomination du gouvernement, qui a tardé, n'a évidemment rien arrangé. Dans leurs conclusions, Jean-François Husson et Claude Raynal se font durs. Le sentiment général d'irresponsabilité et de déni collectif sur la situation des finances publiques, déjà constaté par la mission d'information au printemps dernier, est ressorti avec encore plus de netteté des auditions tenues par la mission d'information. Et puis, vous vous rappelez l'agressivité de Nono le Dilaté et l'arrogance du morveux Gabriel Attal durant cette audition? À les écouter, ils avaient fait tout bien. Non, le responsable, c'était Michel Barnier. Ils osent tout. Alors, quoi de mieux qu'une bonne guerre pour détourner l'attention des Français de ce bilan catastrophique? Sur l'échelle de la monstruosité sur 10, Emmanuel Macron est à 15. Autre instabilité, le Mercosur. Marc Toiti, économiste sur le traité européen de Mercosur, qui cristallise la colère agricole. C'est peut-être la fin, début de la fin de la zone euro. Les raisons, les intérêts des pays du Sud, France, Italie, Espagne, ne sont plus les mêmes que ceux du Nord. Le Mercosur est très avantageux pour les voitures et la chimie allemande, mais catastrophique pour la France et l'Italie, qui sont plutôt des pays agricoles. Quant à l'euro, il ne sert que les intérêts de la Germanie et fait perdre de la compétitivité aux pays du Sud, France en tête. Et puis cet accord du Mercosur est une infamie. Bœuf brésilien, des hormones nocives pour la santé retrouvées dans la viande importée en Europe. On dirait que BFM se décide enfin à faire du journalisme. Et il n'y a pas que le bœuf. Le Mercosur, c'est aucune barrière douanière pour 99 000 tonnes de bœuf donc, mais également 25 000 tonnes de porc, 100 000 tonnes de volailles aux hormones de croissance, 180 000 tonnes de sucre et 60 000 tonnes de riz cultivé avec 150 pesticides interdits en France. Oui, la garantie d'un cancer. Et quelle est la réponse du gouvernement sur ces questions de santé ? Rien. Non, comme d'habitude, il détourne l'attention en nous parlant de soins palliatifs pour les agriculteurs, appelés comme à l'hôpital accompagnement. Agnès Pannier-Runacher. Bien sûr qu'il faut accompagner les agriculteurs. Ils sont, je veux le rappeler, les premières victimes du dérèglement climatique. Ils sont largement engagés pour répondre aux enjeux actuels. Nourrir la population, lutter contre le dérèglement climatique et réduire leur empreinte carbone. Un exemple d'idéologie mortifère. Il faut réduire l'empreinte carbone des agriculteurs français, mais on importe les mêmes produits qui font 15 000 km en cargo diesel. De qui vous moquez-vous, Agnès Runacher? Mais quelle honte! Alors forcément, face à cette lâcheté, ces collabos, la colère des agriculteurs
est immense. Résistance paysanne. Prise d'otage du préfet tant qu'il n'y a pas d'annonce. Il est 21 heures et la délégation de la coordination rurale 47 est toujours dans la préfecture en attendant des mesures écrites de la ministre. Un préfet en otage donc, et le feu un peu partout. Feu de la colère à Périgueux. En Dordogne, les collègues paysans viennent d'allumer un feu sur un rond-point donc de Périgueux. Le drapeau européen à la poubelle. Bravo! Au fumier le torchon de l'Union européenne. Les agriculteurs ont ensuite déposé le drapeau de l'Union européenne sur ce tas de fumier et de pneus à Pessac. Un peu partout donc en France, des comités ruraux se mettent en place, vous les connaissez, la coordination rurale, résistance paysanne, et en soutien les patriotes de Florian Philippot ou le mouvement des citoyens de Philippe Murer. Paysans en colère, l'agriculture française en danger de mort. Les agriculteurs Sébastien Béraud et Pierre-Guillaume Mercadal nous expliquent tout ce qui ne va pas et nous livrent leurs solutions. Une première vidéo YouTube pour le mouvement politique citoyen. Dans ma description, bien évidemment. L'heure est donc très grave, il ne doit pas y avoir de rivalité entre nous, au contraire, une union sacrée contre cette tyrannie. Florian Philippot. Des tracteurs jusqu'à l'Élysée. Ce mot d'ordre est apparu hier dans les blocus des paysans en lutte. Il traduit une force immense, une envie claire de ne rien lâcher. À l'heure où l'Union européenne et l'Allemagne provoquent sur le Mercosur, où Macron et la FNSEA enfument, il est temps d'agir. Oui, et il faudra également éviter de se faire infiltrer par les traîtres à la solde d'Emmanuel Macron ou de l'Union européenne. Se mettre la population à dos n'aidera pas le milieu agricole. François-Xavier Hupin, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Les bureaux nationaux de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs n'ont aucun ordre à donner aux agriculteurs de la base comme nous. Si c'est pour nous faire peur, désertez les plateaux TV, s'il vous plaît. Le deuxième écueil, c'est la violence des forces de l'ordre. Je viens de l'apprendre, cela vient de tomber. On est traités comme des chiens, déclare José Pérez, coprésident de la CR47, après s'être fait expulser de la préfecture par les forces de l'ordre. Il faut dire que Bruno Retailleau envoie les blindés. Pourquoi les blindés ne sont jamais déployés contre les dealers, mais contre les agriculteurs ou les gilets jaunes? Je pense que vous avez la réponse. Mais courage, les agriculteurs! Les Français sont derrière vous. 88% des Français soutiennent la contestation des agriculteurs. En ouverture des assises de l'alimentation à Rennes, Ouest France publie un sondage qui montre la compréhension des Français à l'égard du mouvement de colère du monde agricole. Mais comme le disait Florian Philippot, pour être entendu, il faut monter à la capitale. Autre dossier qui remonte et qui accable Emmanuel Macron, les effets secondaires. Le Figaro. Les grands perdants du pchout qui luttent pour la reconnaissance d'effets indésirables. 200 000 cas d'effets indésirables ont été signalés à la pharmacovigilance en France. Nicolas Dupont-Aignan sur la question. Pour la première fois, un grand journal français, Le Figaro, aborde la tragique question des effets secondaires des injections anti-Covid ARN. Il y a presque 4 ans, j'avais été le premier à dire que je ne voulais pas être une souris de laboratoire qui expérimente comme un cobaye un nouveau vaccin qui était en phase d'expérimentation. On m'a traîné dans la boue et aujourd'hui les faits me donnent malheureusement raison. Aux États-Unis, en Allemagne, il y a des commissions d'enquête indépendantes. Le drame des vies brisées, infarctus, myocardite, AVC sont étalés au grand jour pour mettre en garde les autorités. Mais en France, rien. On savait que le vaccin n'empêchait pas la transmission, le professeur Delfrécy l'a avoué. Mais on n'aborde toujours pas la question d'un moratoire et d'une commission d'enquête indépendante. Il faut se souvenir que tous les ministres de la Santé qui se sont succédés nous ont dit il n'y a pas d'effet secondaire. Ou si peu, si bénin. Il faut savoir que lors de la commission sur le pchout et les effets secondaires, présidée par Villani en 2022, la directrice de l'Agence de santé des médicaments avait avoué que de nombreux effets secondaires n'avaient pas été pris en compte et que l'on pouvait multiplier ce chiffre par 10 peut-être. Et elle avançait à l'époque 120 000 effets secondaires. Nous sommes montés donc en 2024 à 200 000. N'oubliez pas de multiplier. Et il faut compter 10% d'effets secondaires invalidants. Oui, c'est énorme. Et cela touche principalement des
couche de la population dont le risque de développer une forme grave du Covid était proche de 0. Oui, monstrueux de chez monstrueux. Puisqu'on parle de monstruosité, la guerre. L'Ukraine a frappé la Russie avec des missiles, donc ATACMS américains, confirme un haut responsable ukrainien à l'AFP. Russie. Le ministère russe de la Défense a déclaré ce 19 novembre avoir détruit en vol plusieurs de ces missiles de fabrication américaine tirés par les forces armées ukrainiennes lors d'une frappe nocturne contre une installation dans la région de Bryansk. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, un petit récapitulatif de la situation. Il y a quelques jours, Donald Trump s'engageait à résoudre le conflit ukrainien dès son investiture. L'Allemagne, l'Italie, la Chine s'engageaient donc également à participer à cet effort de paix. Zelensky semblait se plier au désir des républicains américains. Il y a 48 heures, Joe Biden autorisait les tirs de missiles longue portée sur le territoire russe, relançant l'escalade militaire puisque la doctrine russe permet de riposter désormais avec des armes nucléaires. Une ligue, Macron, BHL, Valls, Soros, Pustula, Mark Rutte approuve la décision américaine. Et dans la foulée, le sénile et zombie Joe Biden autorise également les mines antipersonnelles en Ukraine. Super, des trucs qui vont rester dans la terre après le conflit et sur lesquels des générations d'enfants viendront se tuer ou se blesser. Ce type aura été jusqu'au bout un semeur de morts. Mais que veulent-ils tous? Que veut Macron? Une guerre nucléaire pour sauver sa misérable carcasse de pervers, échapper à ses responsabilités, relancer l'agenda mondial? Eh bien, cela y ressemble. Armes nucléaires, Macron dénonce une posture escalatoire de la Russie et appelle Poutine à la raison. Le président Vladimir Poutine a signé mardi le décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire, juste après que les USA ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec ses missiles. Et Macron enchaîne les délires. Macron, le perroquet de l'OTAN, applaudit les projets de frappe en profondeur sur la Russie et recycle le mythe des soldats nord-coréens en Europe que personne n'a encore vu. Soyons clairs, aucune preuve d'une armée nord-coréenne en Russie. Où sont les preuves, Emmanuel Macron? Mais avant de traiter le sujet des soldats nord-coréens, je voudrais revenir sur ce discours de fou. Macron nous a tout fait en l'espace de 30 secondes, comme avec le budget ou l'instabilité politique. Il utilise la propagande et l'inversion accusatoire. Ce sont les Russes qui sont responsables de l'escalade, selon lui, alors qu'ils étaient prêts à négocier la paix sous l'égide de Donald Trump il y a 48 heures. Ils ne font que réagir à une agression de missiles à longue portée. Macron donne des leçons à la Chine. No comment, c'est tellement délirant. Et puis, il nous ressort une fois de plus l'expression ambiguïté stratégique. C'est un concept forgé par McKinsey pour faire chic. Parce qu'avec l'arme nucléaire, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Et puis il y a ce « en même temps » caractéristique d'Emmanuel Macron. Dans le même discours, il nous explique que ce sont les Russes qui sont responsables de l'escalade, mais en même temps, ce sont les Européens, en raison de la présence des soldats nord-coréens. Oui, c'est dément. Et d'ailleurs, d'où viennent ces soldats nord-coréens? De l'imagination des anglo-saxons? La BBC. Même le nombre de Coréens déployés, initialement estimé à environ 11 000 par le Pentagone, a été débattu. Selon Bloomberg, des sources anonymes pensent que la Corée du Nord pourrait déployer jusqu'à 100 000 soldats. Il est toutefois difficile d'obtenir des informations précises car Moscou et la Corée du Nord n'ont répondu directement à aucun de ces rapports. Et s'ils ont répondu, Moscou a expliqué à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de soldats nord-coréens sur le front ukrainien, que c'était une théorie du complot, une fake news. Car enfin, 10 000 ou 100 000 soldats nord-coréens, cela laisse quand même des traces, il y aurait des témoins de tout cela. Régis Le Sommier. Ciel saturé par les drones, des épaves fumantes de BTR à l'entrée des villages, duel d'artillerie intense, mais pas de frappe pour l'instant de missiles dans le secteur, ni de soldats nord-coréens. Nous sommes sur le front de Koursk, à l'est de Soudja, ville contrôlée par les Ukrainiens. Et lorsque l'on reprend l'article de la BBC, nous avons des sources anonymes, une évaluation du Pentagone, le renseignement ukrainien. Bref, la parfaite construction d'un média mensonge. Cela nous rappelle quelques souvenirs. Est-ce que c'est cela la preuve que l'on va nous fournir? Allez, pour clore ce dossier, Valérie Hayé.
1000 jours de combat des Ukrainiens pour leur liberté, 1000 jours de soutien des Européens, 1000 jours à ne rien céder. Rien céder, vraiment? Les fiches McKinsey omettent de mentionner que des dizaines de milliards d'euros des contribuables européens ont disparu en Ukraine, tout comme 90% des membres du gouvernement et chefs d'état-major ukrainiens soit limogés pour corruption, soit enfuis avec des millions d'euros en liquide. Bon, puisque la cruche parle de démocratie, une piqûre de rappel avec Tulsi Gabbard. La future chef du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a qualifié Zelensky de dictateur et son gouvernement d'autoritaire. Zelensky a emprisonné ses opposants politiques. Il a interdit l'ensemble de leurs partis politiques. Il a fermé tous les médias qui n'étaient pas contrôlés par lui et son gouvernement. Pas de liberté d'expression, pas d'opposition politique. Pas de liberté religieuse dans le pays. Il a fermé la deuxième plus grande église chrétienne du pays. Et pour quelle raison? Sous couvert de démocratie et de liberté, Valérie Hayet? Oui, la propagande se déchaîne pire que pendant la guerre en Irak. Ukraine, l'utilisation des missiles de longue portée aurait pu sauver des vies plus tôt. Les missiles qui sauvent des vies maintenant. C'est encore pire que pendant les années 2000 où les missiles qui ne tuaient que des méchants en Irak et ailleurs. Là, on atteint vraiment des sommets. Et nos hommes politiques se battent-ils pour la liberté d'informer, la liberté d'expression? Pas le moins du monde. Marine Tondelier. Twitter, faut soit le réguler, soit le fermer. C'est comme CNews en fait, dit la patronne des Verts. La caste est tellement aux abois qu'elle veut détruire la liberté d'expression et ce qui reste de démocratie. Notre liberté passe par le fait de résister et de dégager tous ces tyrans. Le prénom Marine et la politique ne font pas bon ménage, nous dit Philippe Béchade, mais Tondelier est vraiment celle qui rapprocherait le plus la France d'un statut de Corée de l'Ouest et nos métropoles de Pyongyang 2.0. Aucun véhicule particulier autorisé, passe pour changer de quartier, etc. Et maintenant, la censure de la liberté d'expression. Voilà, Marine Tondelier se bat pour vous empêcher de vous exprimer. Ah, elle trouve Twitter trop violent. Et oui, parce qu'on critique ses décisions, sa dérive totalitaire, tous ses narratifs et toutes ses magouilles. Et puis, Marine Tondelier n'a rien à redire à la violence que vous subissez par la délinquance, les narco-états, la violence étatique. Ça, non, elle est aveugle. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec Macron qui ose tout. Info Le Parisien, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne va recevoir la médaille de commandeur de la Légion d'honneur. Il manque des dizaines de milliards dans les comptes publics, mais Macron va décorer Elisabeth Borne la médaille de commandeur de la Légion d'honneur. Les Français vont se réveiller quand? Allez, on finit par le meilleur, Nono le dilaté. Ce n'est pas un rapport, c'est un réquisitoire d'opposants politiques truffés de mensonges, d'approximations et d'affirmations spécieuses. Bruno Le Maire, à propos du rapport d'information du Sénat sur la dérive des comptes publics. La seule réalité que nous avons, c'est un trou dilaté de 1000 milliards. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.